Eh bien, le protocole d'accord est signé. Les signatures sont là. Tout a été transmis. Et maintenant, la paix règne au Moyen-Orient. Je plaisante, bien sûr. Il reste encore beaucoup de choses à faire avant qu'on puisse parler de paix de notre vivant. Mais ce protocole d'accord, c'est déjà un bon début. La vraie question c'est, est-ce qu'il va seulement réussir à démarrer avant de s'effondrer? Parce que, comme on en a parlé, le premier point de cet accord, c'est qu'il doit y avoir un cessez-le-feu sur tous les fronts, ne serait-ce que pour entrer dans cette période de 60 jours. Et ça inclut le Liban. Aujourd'hui encore, il y a eu des tirs des deux côtés au Liban. Alors, est-ce que cet accord est mort-né ou est-ce qu'on va réussir à dépasser ce blocage? Pour nous aider à y voir plus clair aujourd'hui, on accueille un nouvel invité dans notre émission. Très heureux d'accueillir le Dr Arta Moini, théoricienne de la politique internationale et directrice exécutive de l'Institut pour la paix et la diplomatie à Washington, D.C. Deux domaines que j'adore. Ravi de vous avoir avec nous, docteur. Bienvenue dans notre émission. Merci, Danny. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Il y a beaucoup de choses à aborder. Oui, absolument. Et pour que tout le monde le sache, j'ai en fait rencontré le Dr Moini à Tbilissi, en Géorgie, de tous les endroits possibles, lors d'une conférence il n'y a pas longtemps. J'étais donc très heureux de pouvoir enfin vous inviter dans l'émission. Bon, eh bien, entrons directement dans le vif du sujet. Ce matin, pendant notre première émission, on parlait des échanges de tirs intenses entre Israël et le Hezbollah au Liban. Et on avait vraiment l'impression que toute la situation pouvait s'effondrer d'un moment à l'autre. Il y avait des rumeurs, au moins sur X, selon lesquelles l'Iran aurait dit « D'accord, voilà le premier point. Nous ne l'avons pas respecté, donc nous n'allons pas rouvrir le détroit comme prévu. » Et peu de temps après, on a vu les gros titres ici sur Al Jazeera et aussi sur Reuters annonçant qu'Israël et le Hezbollah avaient accepté un cessez-le-feu. Mais il semblait que les attaques continuaient. Pendant ce temps, à peu près au même moment, un autre rapport indiquait que même si un cessez-le-feu avait été conclu là-bas, la première série de discussions entre les États-Unis et l'Iran, prévue aujourd'hui en Suisse, avait été annulée. Alors d'abord, que pensez-vous de cette situation? Le fait que ce premier round de négociations en Suisse n'ait pas eu lieu, alors qu'il devait marquer le début de ces 60 jours de pourparlers, et aussi de ce qui se passe avec le Hezbollah. Oui, enfin. D'abord, je pense que vous avez raison. Le protocole d'accord est clairement un pas dans la bonne direction. C'est une bonne chose, si ça tient. Et si un accord avec l'Iran se concrétise, ce sera positif pour l'Amérique, pour l'Iran et pour la région. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de pays de la région poussent dans ce sens. Le protocole d'accord n'aurait pas été possible sans les efforts de pays comme le Qatar, le Pakistan ou l'Arabie saoudite. Saoudite, en plus de ceux qui ont travaillé en coulisses. Donc c'est un accord soutenu à l'échelle régionale. Et rien que pour ça, ou si l'accord se fait avec ce protocole d'accord, rien que pour ça, c'est une approche très différente de celle du JCPOA. Je sais que beaucoup vont dire que c'est le JCPOA 2.0 ou le JCPOA+. Mais la manière dont il a été conçu, la méthode qui a mené à cet accord, est différente du JCPOA. Et c'est plus centré sur la région. D'ailleurs, les Européens ne sont pas vraiment impliqués, à part, vous savez, ce dîner à Versailles. Donc ça, c'est un premier élément. Évidemment, il y a énormément de gens qui sont contre cet accord, aussi bien à Washington qu'en Iran. Beaucoup de personnes, notamment des membres de la ligne dure en Iran, estiment que c'est un compromis, que l'Iran cède tout aux États-Unis. Les partisans de l'accord, en particulier M. Kalibaf, qui dirige le pouvoir législatif iranien, subissent une forte pression. Et hier encore, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême de l'Iran, fils de l'ancien guide suprême tué lors de frappes américaines, a publiquement soutenu l'accord, tout en rejetant toute la responsabilité sur le président iranien
pour la signature de cet accord. Je suis content que vous en parliez, parce que c'est un point vraiment important ici. Et je me demande si vous pouvez nous aider, tous, moi y compris, à mieux comprendre ça. Parce que d'après ce qu'on nous avait dit, le président Pezeshkian était plutôt président de nom, mais surtout sur les questions intérieures. C'est pour ça que Kalibaf et Arafchi menaient les négociations, puisqu'ils travaillaient directement avec le guide suprême, et ainsi de suite. Mais maintenant, voilà que le guide suprême dit en gros, « J'ai laissé la décision au président Pezeshkian ». Et il a aussi ajouté qu'il n'était pas d'accord si la traduction que j'ai vue est correcte, mais qu'il avait quand même donné son autorisation. Pouvez-vous nous expliquer cette dynamique et comment tout cela fonctionne? Oui, le guide suprême en Iran a toujours cherché, surtout depuis Khamenei père, l'ancien guide suprême, à garder une forme de déni plausible. Ils veulent pouvoir dire qu'ils ne sont pas impliqués dans la politique ou les décisions du quotidien. Et pourtant, tout le monde sait qu'ils le sont, et de manière très directe. Mais ils veulent simplement se détacher de la responsabilité. En gros, si l'accord tourne mal, il peut dire « Vous voyez, j'avais dit que je voulais pas de ça. Vous disiez que ça marcherait, que je devais vous faire confiance. Alors je vous ai fait confiance. Et voilà le résultat. » Khamenei père avait fait quelque chose de similaire avec le président Rouhani, un peu plus tôt. Dans ce cas, d'après ce que je comprends, les personnes qui soutiennent le plus l'accord, oui, Pezeshkian y est favorable. C'est sans doute lui le plus favorable à une relation avec l'Occident. Mais je pense qu'en coulisses, Kalibaf et beaucoup d'autres, liés aux gardiens de la Révolution, soutiennent aussi cet accord. On a donc un camp qu'on appelle le camp Païdari, représenté par Saed Jalili. Je crois qu'il a été le seul, lors des réunions du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, à voter contre. Le vote final, si je ne me trompe pas, c'était 9 contre 1. Et je crois qu'il a été le seul à voter contre leur approche, au moins contre le protocole d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Si j'en parle, c'est pour que le public comprenne bien qu'on a nos partisans de la ligne dure, ceux qui veulent la guerre, et qu'eux aussi ont leurs partisans de la ligne dure qui veulent la guerre. Et d'une certaine manière, avec ce protocole d'accord, on sait qu'il est bon, parce que tout le monde est contre. Et surtout, les bonnes personnes. Donc, voilà, on a ça. Et puis, en plus de ça, il y a évidemment la situation aux États-Unis, notre contexte intérieur, avec le renvoi de la question au Congrès. Autrement dit, là où les partisans de la ligne dure s'en remettent aux négociateurs, l'Amérique, elle, s'en remet au Congrès. Le Congrès n'a rien fait pour arrêter la guerre. Il n'a pas utilisé son pouvoir ni son autorité constitutionnelle pour intervenir contre cette guerre illégale et irresponsable. Mais maintenant que la paix semble à portée de main, tout à coup, le Congrès américain veut s'impliquer, surveiller et approuver le processus de paix. Franchement, c'est absurde quand on y pense. Mais ils font ça parce qu'il y a, vous savez, ce consensus bipartisan, cette mentalité de la ceinture de Washington, très attachée à maintenir la primauté des États-Unis, à préserver leur hégémonie mondiale. Donc il y a cet aspect-là. Et puis au bout du compte, il y a les Israéliens qui ont appris à faire dérailler toutes les négociations de paix dans la région. Et ils continueront à le faire, parce que le Liban fait partie de tout ça. Ils pensent qu'en bombardant certaines zones du Liban, ils peuvent pousser les Iraniens à réagir et ainsi faire échouer tout le processus de paix. C'est pour ça que le premier point du protocole d'accord, c'est l'intégrité territoriale du Liban et la fin des hostilités entre Israël et le Hezbollah. D'une certaine manière, Israël et le Hezbollah, qui sont un peu les deux relais de l'Amérique et de l'Iran, se retrouvent impliqués dans cet accord. Ça rend la situation compliquée, mais je reste prudemment optimiste. Cette fois,
l'administration pourrait bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et vous savez, au lieu de demander la capitulation de l'Iran ou de se soumettre elle-même à l'Iran, un bon accord, c'est un compromis. Mais pour que ça fonctionne, les deux parties doivent aussi être capables de contrôler leurs forces par procuration ou leurs alliés, entre guillemets, qu'elles prétendent ne pas pouvoir contrôler. Elles doivent pouvoir le faire. Voilà la dynamique. On pourra en reparler pour voir si c'est réaliste ou juste un vœu pieux, mais on verra bien. Oui, absolument. En fait, je veux parler de ces deux sujets. Tu as évoqué plusieurs points dans ton dernier commentaire, notamment le fait qu'il y a des partisans de la ligne dure à peu près partout. Ce n'est même pas seulement des deux côtés. Si on parle de l'Iran, des États-Unis et ensuite des acteurs qu'on peut appeler, si tu veux, les proxys d'Israël et du Hezbollah, tout ça fait partie du tableau. Et je voudrais commencer par te montrer un exemple représentatif du côté américain. Comme tu l'as mentionné, au Congrès, voici Ted Cruz. Il va se lamenter qu'il y ait un accord, tout simplement. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Alors, écoutons d'abord ce que notre ami Ted a à dire. Je pense que le président reçoit de très mauvais conseils sur ce sujet. Et l'histoire nous enseigne une chose très simple. Donner des milliards de dollars à des fanatiques théocratiques qui veulent nous tuer, c'est une très très mauvaise idée. Cet accord prévoit de faire parvenir 300 milliards de dollars à l'ayatollah et au régime islamique en Iran. À mon avis, ce serait une erreur très grave. Si l'ayatollah reçoit ces 300 milliards, cet argent servira à financer le terrorisme et à tuer des Américains. J'espère donc vraiment que l'administration choisira une autre voie, qu'elle décidera de ne pas envoyer d'argent à l'ayatollah. Pour moi, nous ne devrions pas lui envoyer un seul centime, et en envoyer 300 milliards serait, je crois, extrêmement dangereux. Regardons un peu ce qu'il a dit, parce que l'un des problèmes que j'ai avec tout ça, dans le contexte, c'est qu'il agit comme s'il y avait un vrai choix à faire. Comme si on pouvait simplement ne pas conclure l'accord, ne pas leur donner l'argent et qu'une bonne solution allait en sortir. Mais à mon avis, on a clairement démontré qu'il n'existe pas de solution militaire, ni du côté américain, ni du côté israélien, pour forcer l'Iran à se conformer. Donc, il faut bien faire quelque chose. Mais ça, visiblement, ça n'a pas l'air d'être entré dans leur tête. D'abord, comment est-ce que vous voyez les commentaires du sénateur Cruz à ce sujet? Ted Cruz est complètement déconnecté, encore une fois. À mon avis, il s'adresse à une toute petite partie du public américain, surtout des conservateurs de plus de 65 ans, rien qu'en parlant du système politique iranien comme du régime de l'ayatollah. Ça montre à quel point il est à côté de la plaque. D'abord, le système iranien est aujourd'hui largement contrôlé par les gardiens de la révolution et par des réseaux qui leur sont liés. C'est bien moins théocratique qu'à n'importe quel moment depuis la révolution. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les 300 milliards de dollars, ce n'est pas une somme que les États-Unis donnent à l'Iran. Il s'agit d'un fonds de reconstruction qui sera principalement financé par les pays du Golfe, surtout l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. L'objectif, c'est de mettre fin aux hostilités et de créer un nouvel ordre régional qui stabilise leurs économies et la région. C'est ce que nous étions censés faire, mais que nous n'avons pas su faire à cause de la guerre que nous avons nous-mêmes déclenchée. Des conseils comme ceux du sénateur Cruz, de Lindsey Graham ou de Tom Cotton ne servent qu'à nous entraîner dans une guerre avec l'Iran. Ils voulaient cette guerre depuis longtemps. Ils l'ont eue, et ça leur a explosé au visage. Mais au lieu d'assumer leurs responsabilités et de reconnaître leur rôle là-dedans, ils essayent d'esquiver et de dire en gros que la seule solution, c'est une guerre sans fin, permanente. Alors, il faut reconnaître que Donald Trump et le vice-président Vance, surtout Vance,
ont compris que ce n'était pas bon pour l'Amérique, pas bon pour l'économie mondiale, et pas bon non plus pour les alliés des États-Unis dans le Golfe Persique. Ce n'est tout simplement pas une solution viable. Le rêve du genre « on va les bombarder et ils s'effondreront parce que ce sont des hommes des cavernes » n'a évidemment pas fonctionné. Je l'ai dit depuis le tout début, l'Iran est une puissance moyenne, une puissance centrale dans la région. On ne peut pas, en mettant l'idéologie de côté, on ne peut pas ignorer qu'il faut apprendre à traiter avec des pays sérieux, même quand ce sont nos concurrents régionaux, s'ils sont des puissances régionales, des pivots régionaux. Et l'Iran en fait partie. Un autre exemple, c'est la Turquie, et on voit les mêmes personnes s'en prendre à la Turquie. À mon avis, c'est même pire que de s'en prendre à l'Iran. Franchement, ce serait une catastrophe. Ils provoquent des types de guerres qui... Enfin, ce n'est pas comme aller en guerre contre le Kosovo, d'accord? Ce n'est pas non plus comme aller en guerre contre l'Ukraine ou le Venezuela. Ces petits pays n'ont pas les moyens, ni la résilience, ni la profondeur géographique et historique pour résister. Mais l'Iran, oui, et la Turquie aussi. Si on suit vraiment cette voie, comme on l'a vu ces 3 derniers mois, enfin, ce commentaire aurait très bien pu dater d'il y a 2 ou 5 ans, non? Il n'y a aucune remise en question, aucune confrontation avec la réalité de la situation que vous venez d'évoquer. Je ne veux pas dire qu'on a perdu la guerre, mais au moins on peut dire qu'on ne l'a pas gagnée, qu'il n'y avait pas de victoire possible sur le plan militaire, parce que c'était un autre type de guerre. On a tellement pris l'habitude de rester ou de vivre dans les années 80, pas vous et moi, mais beaucoup de gens qui ont vécu cette période continuent d'y vivre mentalement, sinon concrètement. Et ce décalage-là, cette mentalité de guerre froide, continue d'imprégner Washington et les empêche d'affronter la réalité telle qu'elle est. Je dirais, et je le dis souvent, qu'en ne gagnant pas, on a en fait perdu sur le plan stratégique. Parce qu'on a lancé une guerre qui militairement était dès le départ un pas de trop. On n'allait jamais pouvoir conquérir ce pays uniquement avec la puissance aérienne, sans force au sol. Donc à mes yeux, ça revient à une défaite, que nous ayons été chassés du champ de bataille ou non. C'est un autre sujet. Mais voilà ma question pour vous maintenant. Le sénateur Cruz représente l'aile belliciste aux États-Unis. Vous avez mentionné plusieurs autres personnes qui font partie de ce courant. Mais vous avez aussi parlé du côté iranien, en disant qu'il y avait là aussi une tendance belliciste et que beaucoup d'entre eux étaient opposés à un accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du côté iranien des gens qui pensent qu'ils auraient pu vraiment gagner le conflit si ça avait repris? Parce que moi, je me disais que bon, si ça repartait, nos missiles ne frapperaient pas mieux les bunkers souterrains qu'avant et ils ne traverseraient pas les montagnes de granit plus facilement que la première fois. Donc ça ne marcherait pas. Mais on pourrait quand même infliger beaucoup plus de dégâts et tuer beaucoup plus de monde en Iran. Alors, expliquez-nous pourquoi certains du côté iranien voulaient vraiment retourner à la guerre. Ils pensaient qu'ils pouvaient gagner. Oui. Alors, il y a une chose que je veux ajouter. Tu as tout à fait raison de dire que cette guerre, prise isolément, a été une défaite stratégique pour Washington, et bien sûr pour Israël et Benjamin Netanyahou. On verra très bientôt le niveau de réaction et de contre-coup qu'ils vont subir à cause des élections en Israël liées à cette guerre. Mais ce que je veux dire, et on pourra peut-être y revenir plus tard dans l'émission, c'est qu'en termes tactiques, l'Amérique avait des avantages. En termes stratégiques, elle a perdu. Mais à l'échelle de la grande stratégie, avec ce protocole d'accord et un accord à venir, on pourrait bien être à l'aube d'un tournant à la Nixon dans la région. Un moment où toute notre relation avec le Moyen-Orient, telle qu'elle existe depuis 1989, pourrait changer.
Et je pense que c'est un grand réajustement stratégique qui pourrait vraiment servir les intérêts à long terme des États-Unis. C'est ce genre de victoire dont je parle. C'est pour ça que je dis que tout n'est peut-être pas perdu et qu'on peut même y voir une lueur d'espoir, d'une manière très involontaire, très étrange, typiquement trumpienne en quelque sorte. Un triomphe paradoxal, comme je l'appelle si le protocole d'accord tient, et c'est un grand si. Maintenant, de l'autre côté, pour exactement les mêmes raisons, il y a beaucoup d'Iraniens liés à l'État, mais aussi des Iraniens ordinaires qui seront très sceptiques face à cet accord parce qu'ils ne font pas confiance aux États-Unis. Et ils ne croient pas que, enfin, de leur point de vue, Donald Trump et son administration les ont trahis à plusieurs reprises. Chaque fois qu'ils ont un peu baissé la garde et essayé de conclure un accord avec les États-Unis, ça s'est retourné contre eux. Et maintenant, on se retrouve à nouveau dans une situation où il faut 60 jours de discussion, de négociation. Mais qui peut dire que les 14 points acceptés aujourd'hui ne seront pas remis en cause une semaine plus tard? Et qui peut affirmer qu'il y a une vraie cohérence dans la stratégie américaine? C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils disent, regardez, la seule chose que Donald Trump a vraiment montré par ses actes, s'il comprend quelque chose, c'est la force. Donc, il faut simplement continuer à pousser aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'ils finissent par partir d'eux-mêmes. Et au fond, on n'a même pas besoin d'accord avec eux, parce qu'ils finiront toujours par se rétracter, et on ne peut pas leur faire confiance. D'accord. Donc ils ne disent pas qu'ils veulent retourner à la guerre. Ils disent juste « ne faisons pas d'accord et laissons la situation telle qu'elle est ». C'est bien ça? Eh bien, je veux dire, la vraie question selon moi, c'est que la situation actuelle est intenable pour les deux camps. La guerre elle-même est déjà très difficile à soutenir. Mais cette situation-là, cette espèce de conflit de basse intensité, avec des affrontements sporadiques ici et là, où l'Iran est à moitié en posture de guerre, sans pouvoir vraiment utiliser son influence pour étendre le conflit à la région, ça profite beaucoup plus aux États-Unis qu'à l'Iran. C'est pour ça que les durs du régime se disent « attention, c'est peut-être un piège ». De leur point de vue, une guerre ouverte, comme celle qu'on a connue pendant 2 mois, 40 jours environ, valait mieux que cette sorte de situation intermédiaire. Ils ne veulent pas rester dans un entre-deux. Ils veulent obtenir la garantie que les hostilités américaines envers l'Iran et envers la République islamique, en tant que régime, sont terminées une bonne fois pour toutes. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'on ne pourra jamais leur faire confiance. Alors selon eux, autant revenir à une logique de guerre pour montrer sur le terrain qu'ils doivent quitter la région et accepter nos conditions. Mais l'alternative, que des gens comme Kalibaf avancent ou suggèrent, c'est plutôt quelque chose du genre « on y va et on fait confiance tout en vérifiant ». C'est très dans l'esprit Obama. En gros, on s'engage, mais si la partie américaine respecte chaque point de ce protocole d'accord, on peut tout arrêter immédiatement. On peut bloquer le trafic. Et ça fonctionne un peu comme un mécanisme de retour automatique, comme celui que l'équipe Obama avait mis en place. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le JCPOA n'a jamais pu vraiment fonctionner. Mais il disait qu'on assistait à un retour de bâton géographique et géopolitique, bien plus fort que n'importe quel retour de bâton juridique ou politique prévu dans un accord. Donc je pense que du côté de l'équipe de Kalibaf, leur position, c'est en gros, écoutez, nous sommes là. Et c'est très facile de voir si les États-Unis essayent de revenir sur leurs promesses. Et si c'est le cas, on peut tout arrêter. On ne veut pas être accusé d'être le camp de la guerre. Voilà, c'est leur logique. De manière générale, je pense qu'il y a 3 courants différents en Iran. Il y en avait un, plutôt réformiste jusqu'à présent, si on peut dire ça comme ça,
qui voulaient surtout des avantages économiques et un rapprochement économique avec l'Occident. Ils voulaient vraiment, ils se voyaient comme faisant partie de l'Occident. Ils voulaient que les États-Unis les apprécient, qu'ils les aiment. Du coup, ils n'ont pas eu une approche stratégique. C'était pas des réalistes, c'était un peu des idéalistes, à la manière iranienne. Et en fait, ils ont poussé le pays dans une situation où, vu de l'Occident, il paraissait tellement faible que ça a presque invité la guerre. Ce sont aussi eux qui s'opposent fermement à ce que l'Iran possède des armes nucléaires, ou quoi que ce soit de ce genre, justement parce qu'ils veulent une normalisation complète avec l'Occident. Et puis, il y avait les partisans de la ligne dure, ceux qui disent en gros que la seule véritable dissuasion que l'Iran puisse avoir, ce sont les armes nucléaires. Pas pour s'en servir, mais selon la logique même de la dissuasion nucléaire. Et le fait de ne pas en avoir, selon eux, a ouvert la porte à la guerre. La seule puissance nucléaire de la région, c'est Israël. Donc, le monopole nucléaire d'Israël, d'après eux, ne peut qu'alimenter des tensions et des conflits permanents. C'est la position la plus militante, la plus réaliste si on veut. Et puis, il y a la position plus pragmatique, celle que représente Khalibaf. C'est un peu l'idée du « faire confiance mais vérifier ». L'Iran continuerait à développer ses drones et ses missiles, et à s'appuyer aussi sur la structure même de son programme nucléaire, comme une forme de garantie, une assurance contre d'éventuelles violations américaines. Et pourtant, il dirait que nous cherchons un grand accord final avec les États-Unis, avec l'administration Trump. Nous serions très heureux d'avoir un véritable accord économique avec les États-Unis, à condition de pouvoir préserver nos droits souverains, protéger notre intégrité territoriale et être traités avec respect mutuel dans nos discussions avec eux. Et je pense que cela s'est vu, c'était un peu caché derrière certains titres. Mais c'était bien présent dans la lettre de Mojtaba Khamenei. Il a dit qu'il était ouvert à traiter avec les États-Unis, même à des discussions directes, mais ce qu'il a surtout mis en avant, c'est le respect mutuel. Les Iraniens tiennent profondément, vraiment profondément, à cette notion d'honneur et de respect. Ils ont le sentiment que les États-Unis les méprisent, leur parlent de haut et manquent totalement d'empathie stratégique. Alors, dès que Trump dit quelque chose dans ce sens, comme il l'a fait au G7, en reconnaissant qu'après tout, l'Iran est une puissance et qu'il lui faut des missiles pour se défendre, les Iraniens se disent « Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait entendre ». À partir de là, ils se disent qu'on peut parler, qu'un accord devient possible. Donc oui, on parle souvent des armes, de la géopolitique, et tout ça compte, bien sûr. Mais la psychologie et les aspects culturels de la guerre comptent aussi. D'accord. Alors posons-vous cette question, parce que j'ai justement cet extrait sonore ici. D'un certain point de vue, et j'en ai d'ailleurs parlé quand il a fait cette déclaration, le président Trump à propos des missiles. À première vue, je me suis dit, eh bien, c'est littéralement l'inverse de tout ce qu'il disait depuis 2018 quand il était revenu au pouvoir. Il disait qu'il ne pouvait pas avoir de missiles, qu'il fallait détruire leurs missiles, tout tournait autour de ça. Et puis tout à coup, il dit ça. What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict? Le pouvoir, comme conséquence du conflit, n'a pas de limite. Non, je n'ai pas encore appris cette leçon. Je le sais. Désolé, c'était pas le bon passage. Voilà, celui sur la puissance balistique. Est-ce que je peux revenir rapidement sur quelque chose que vous avez dit pendant la conférence de presse? Vous avez dit que ça ne vous dérangeait pas que l'Iran ait des missiles balistiques. Vous pouvez préciser ce que vous vouliez dire. Je veux juste être sûr de bien comprendre votre position. Non, ce que je dis, c'est que si d'autres pays en ont, c'est un peu injuste qu'eux n'en aient pas.
Un missile balistique, c'est pas la même chose que ce dont on parle quand on parle du nucléaire. Mais si l'Arabie saoudite, le Qatar et les autres en ont aussi, disons dans une certaine proportion, je dirais que c'est acceptable. Donc, de notre point de vue, aux États-Unis, c'était un virage radical à 180 degrés. Mais ce que vous dites, c'est que ça pourrait en fait être une décision calculée pour gagner un peu de confiance de l'autre côté. C'est bien comme ça que vous le voyez. Oui, enfin, deux choses peuvent être vraies en même temps. Je pense que c'est les deux. C'est un peu comme si Donald Trump avait fini par comprendre, à la dure, que le programme nucléaire iranien dans son ensemble, le programme civil, comme le programme de missiles balistiques, fait partie intégrante des capacités nationales de l'Iran. Et en plus, tout ça est profondément enfoui et protégé dans les montagnes. Donc, il a compris qu'il ne peut pas vraiment détruire le programme nucléaire iranien, ni le programme de missiles balistiques. C'est un peu comme ce que tu disais au début, Danny. C'est quelque chose qui ne peut pas changer, quoi qu'ils disent, à moins de vouloir vraiment engager des millions de soldats au sol. Et là, 100 000 ou 200 000, ça ne suffira pas. Et les menaces, les intimidations, comme de dire qu'il allait prendre le contrôle de l'île de Karg ou autre, ça n'a pas marché non plus. Il a tout essayé, vraiment tout, avant de comprendre que ce n'était tout simplement pas possible. Mais il y a aussi un deuxième point important. En disant tout ça publiquement, ce qu'il croit peut-être déjà en privé, il envoie un signal aux Iraniens. Il leur dit « Je vous considère comme un véritable État-nation, un vrai pays, et je vais vous traiter comme tel. » Il ne parle plus d'eux comme s'ils étaient des talibans ou des hommes des cavernes. Il ne cherche plus à rabaisser les dirigeants iraniens. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer que chaque fois que Donald Trump veut conclure un accord, il appelle l'Iran la République islamique d'Iran. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut remarquer dans la psychologie trumpienne. En appelant le système politique par le nom que le gouvernement utilise pour se désigner lui-même, il essaie, à mon avis, de montrer qu'il reconnaît le gouvernement iranien. C'est un signal très important et je crois que les Iraniens commencent aussi à le comprendre. Donc, encore une fois, je pense que Trump avance dans la bonne direction. Que ce soit J.D. Vance, Witkoff ou quelqu'un d'autre qui lui ait montré pourquoi la voie initiale était une erreur, je crois qu'il en a pris conscience. Et j'espère voir plus de fermeté de la part de l'administration Trump sur cette question. Alors, si c'était seulement le président Trump qui devait négocier tout ça, je serais bien plus optimiste que je ne le suis. Mais comme vous l'avez dit au début de l'émission, il y a deux autres acteurs aussi. Ce sont les mandataires de chaque camp, le Hezbollah du côté iranien et Israël du nôtre. Parce que d'abord, dire qu'Israël est notre mandataire, ça va en agacer certains. Mais voilà ce que le président Trump a déclaré il y a tout juste un jour. Mais ça a été un partenariat incroyable. Lui, il dira qu'on est le grand partenaire et qu'il est le tout petit. Et c'est vrai, Israël aurait été balayé. Et pour être juste envers Bibi Netanyahou, qui est un homme bien, parfois un peu emporté, mais vraiment un homme bien, on a eu un partenariat exceptionnel. C'est un premier ministre remarquable. On a juste un petit désaccord à propos du Liban. Moi, je lui dis, tu peux y aller un peu plus doucement, Bibi. T'es pas obligé d'y aller aussi fort. Oui, eh bien, on verra s'il est capable d'y aller avec un peu plus de douceur. Je suis sûr que Bibi a toujours eu, et beaucoup peuvent dire, et je l'ai déjà dit moi-même, qu'à certains moments, pas toujours, mais à certaines périodes, Netanyahou a clairement été le partenaire dominant, celui qui poussait Trump à faire ce qu'il voulait. Mais l'inverse a aussi été vrai. Je pense cependant que l'échec de la guerre, qui ne s'est pas déroulé comme Netanyahou l'avait promis,
a changé cette dynamique. Mais je ne crois pas que cela ait changé Netanyahou lui-même. Parce que d'abord, regardons la version de Netanyahou. Au moment où Al Jazeera a annoncé qu'un cessez-le-feu avait été conclu entre le Hezbollah et Israël, Netanyahou a publié sur son compte X « Comme je l'ai ordonné, les forces de défense israéliennes ont frappé avec puissance 150 cibles du Hezbollah au Liban et éliminé des dizaines de terroristes. » Ça ne donne pas vraiment l'impression de quelqu'un qui dit « Je vais me retirer et écouter le partenaire principal ici ». À quel point êtes-vous inquiet qu'Israël, par l'intermédiaire de Netanyahou, essaye de saboter le protocole d'accord? Eh bien, j'ai toute confiance en Netanyahou et, disons, en une certaine partie de la direction sioniste américaine. Ceux-là sont différents des sionistes israéliens. Je ne sais pas si cette distinction est claire pour le public, mais je parle, par exemple, de gens comme Mark Levin. Allez-y, faites cette distinction, si vous le pouvez. Oui, enfin, il y a évidemment un véritable intérêt national, et beaucoup d'Israéliens, y compris des analystes, ne veulent pas froisser les États-Unis. Ils comprennent bien la nature de cette relation. Quand on parle d'Israël comme d'un État vassal ou d'un relais, on parle de la réalité structurelle de l'Alliance. Ce qui a dérangé beaucoup d'Américains, c'est que le rapport de force ne se reflète pas dans la prise de décision. En pratique, l'Amérique a tout d'une superpuissance. Mais dans cette situation, ce n'est pas elle qui donnait l'impression de décider, en entrant dans la guerre que voulait Netanyahou. On a souvent eu l'impression que la queue faisait bouger le chien. Et ça n'a pas plu à beaucoup de nationalistes, America First, dans et autour de l'administration Trump. Mais ça ne plaît pas non plus à beaucoup de gens à gauche, et même au centre. C'est pour ça d'ailleurs que le soutien à Israël dans l'ensemble est en train de s'effondrer. Et je pense que Trump l'a compris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'Israël lui-même, Benjamin Netanyahou lui-même, a lié son avenir politique à la ligne dure, à ce genre d'action agressive dans la région, contre le Liban, contre le Hezbollah, contre la Syrie, mais aussi contre l'Iran. Et je pense qu'il lui est très difficile de s'en détacher. Mais s'il prend du recul et qu'il comprend les réalités stratégiques de l'État d'Israël, la taille de ce pays, comme l'a rappelé J.D. Vance, 9 millions d'habitants, et sa position géographique, et qu'il revient à la doctrine périphérique, celle qu'il avait abandonnée, alors les choses changent. Cette doctrine disait qu'Israël devait reconnaître, sur le long terme, ses intérêts communs avec l'Iran et la Turquie, les États non arabes de la région. Mais dans les années 90, Netanyahou et Sharon ont complètement abandonné cette approche. Ils l'ont transformée, renversée, mise sens dessus-dessous. Et à la place, ils se sont tournés contre l'Iran, puis de plus en plus contre la Turquie, parce qu'ils se voyaient eux-mêmes comme la puissance régionale. Eh bien, la réalité, c'est qu'Israël n'est pas la puissance régionale. Structurellement, il ne peut pas l'être. Et quand il essaie de le devenir, il va trop loin. Il se surexpose et il finit par faire des choses qui nuisent à l'État d'Israël. Beaucoup d'analystes et de réalistes israéliens le comprennent très bien, des gens comme Sataranovich et d'autres autour de l'armée israélienne aussi. Mais la direction politique, elle, semble ne pas le comprendre. Quant aux États-Unis, on a un courant sioniste américain complètement déconnecté de la réalité, avec des figures comme Mark Levin ou Ben Shapiro. Ces gens-là, vous savez, ne veulent qu'une chose, une guerre pour Netanyahou contre les cibles que Netanyahou choisit. Et ils veulent que ce soit le contribuable américain qui paye et l'armée américaine qui se batte et soutienne cette guerre. Eh bien ça, c'est inacceptable du point de vue de l'America First. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'il est normal que l'Amérique ait des alliés et des partenaires quand cela correspond à ses intérêts.
Mais si ce n'est pas le cas, alors on ne va pas se plier en quatre pour d'autres pays. Surtout pas pour un pays qui n'est qu'un allié secondaire, un allié de moindre importance, et encore moins dans une région où, à mon avis, nous n'avons pas d'intérêts nationaux vitaux. C'est pour ça que, aussi bien le camp de Mark Levin que des élus comme le sénateur Cruz, Lindsey Graham et d'autres, qui semblent ne servir que les intérêts de Benjamin Netanyahu, comme s'il était le président des États-Unis à la place de Donald Trump, devraient prendre un peu de recul et vraiment mettre l'Amérique en premier. Ce sont des sénateurs américains, et c'est une honte qu'un sénateur américain fasse passer les intérêts d'Israël avant ceux de l'Amérique, et même les intérêts politiques du premier ministre israélien avant ceux de leur propre parti et du président des États-Unis, Donald Trump. Bien dit. Je ne pourrais vraiment pas mieux formuler que ça. Bon, regardons maintenant l'autre camp, parce que de mon point de vue, l'Iran a aussi ses propres soucis. Il y a quelque temps, sur X, le chef du Hezbollah a déclaré qu'Israël quitterait le dernier centimètre du sol libanais. Il a dit « Soyez-en sûrs, la victoire, dans tous les sens du terme, c'est l'expulsion d'Israël de notre terre. Et cela se réalisera sans aucun doute. Nous ne sommes pas un peuple qui se rend. » Et maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va un peu à l'encontre de ce discours. Ce n'est pas seulement Benjamin Netanyahou, mais sur ce même sujet, désolé si je peux juste faire fonctionner mon ordinateur correctement. Voilà, c'est ici. Regardez. Désolé, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme que toute la première ligne de villages du sud du Liban a été rasée. Toutes les maisons ont été détruites. Les habitants ne les reverront jamais debout. C'est une reconnaissance brutale d'un nettoyage ethnique systémique. Le ministre de la Guerre, Israël Katz, s'est vanté vendredi que l'armée israélienne avait complètement anéanti la première série de villages à la frontière libanaise. Et dans la vidéo que vous voyez passer en dessous, il déclare explicitement que les 200 000 Libanais déplacés ne reviendront pas et qu'ils ont tout simplement aplati cette zone. Alors comment concilier ce que dit Israël Katz avec ce que dit le chef du Hezbollah? Parce que franchement, je ne vois pas comment ces deux choses peuvent aller ensemble. Oui, enfin, je pense que c'est devenu le talon d'Achille de, disons, l'accord ou la stratégie entre les États-Unis et l'Iran. La détente, si on veut l'appeler comme ça. Encore une fois, d'un point de vue réaliste, les petits alliés, les proxys, que ce soit le Hezbollah pour l'Iran, Israël pour les États-Unis ou encore l'Ukraine, ce sont des pays ou des groupes dont le bien-être, voire la survie à long terme, dépend d'un certain niveau de conflit. C'est ce qui leur permet d'obtenir la générosité de leurs protecteurs. Et c'est pour ça que ce genre d'alliance permanente, comme on l'a souvent écrit à l'Institut pour la paix et la diplomatie, va à l'encontre des intérêts des grandes puissances. On ne veut pas d'alliance permanente. Comme l'a dit George Washington, il faut savoir rester flexible. Il ne faut pas avoir d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Et pourtant, toute la vision et la réalité de ces petits États et de ces groupes reposent sur des relations permanentes. Je ne crois pas une seconde qu'Israël et le Hezbollah veuillent vraiment poursuivre ce genre d'escarmouche, ni qu'ils aient intérêt à le faire. Mais il y a une différence, parce qu'une seule chose pourrait tout changer. Un non ferme, à la fois de Téhéran et de Washington. Et ce non ferme compte bien plus que n'importe quelle déclaration de Donald Trump au sommet du G7 ou que les prises de position publiques des Iraniens en soutien au Hezbollah. Un non catégorique. Ça veut dire, vous savez, si vous lancez une attaque, si vous retournez sur le territoire libanais, si vous êtes Israël, si vous recommencez à envoyer des roquettes sur Israël, si vous êtes le Hezbollah, eh bien, nous ne vous soutiendrons pas militairement. On vous coupera les vivres. Et c'est la seule façon, vous voyez.
Imaginez si les États-Unis, si le CENTCOM et le département de la Défense tenaient vraiment cette ligne et arrêtaient d'envoyer des armes, nos propres armes, pour défendre le ciel israélien. En fait, Israël ne pourrait pas mener une guerre, ne pourrait pas continuer comme ça. C'est un peu fou de poser la question à voix haute, mais est-ce qu'il est seulement possible que les intérêts des États-Unis et de l'Iran pour mettre fin à la guerre et revenir à une certaine forme de normalité, disons dans 5 ans, 10 ans, peu importe, puissent aller dans le même sens? Et que dans cette logique, ils disent à leurs deux alliés, Israël et le Hezbollah, si vous voulez continuer à vous battre, ce sera sans nous. L'Iran ne soutiendra plus le Hezbollah, nous ne soutiendrons plus Israël. Ou bien, vous pouvez vous rallier à cette démarche et tout le monde y trouvera un certain avantage. Est-ce que ça, c'est seulement envisageable? Eh bien, c'est possible dans une situation où si l'un des deux camps ne respecte pas l'accord, que ce soit Israël ou le Hezbollah, et dans la plupart des cas, c'est Israël, eh bien, Israël a continué à mener la guerre contre le Hezbollah et au Liban, même après que le cessez-le-feu a été conclu en avril. Israël a donc violé à plusieurs reprises les termes du cessez-le-feu initial, celui qu'Iran et les États-Unis avaient accepté. Et c'est pour ça que le protocole d'accord a été si difficile à obtenir. Il a fallu des semaines pour y parvenir. Mais les bases de ce protocole, les 14 points, correspondent de très près aux 10 points du cessez-le-feu d'origine. On aurait pu éviter la catastrophe de ces dernières semaines, les tensions sur l'économie mondiale et la hausse des prix d'ailleurs. Attendez de voir. Une récession pourrait encore se profiler à cause de tout ça. Ce sont donc de vraies inquiétudes. Et pourtant, on a un peu repoussé les choses, parce qu'Israël voulait encore mener quelques attaques, quelques frappes supplémentaires. Donc, si Israël continue comme ça, l'Iran soutiendra le Hezbollah, parce qu'il pensera que c'est vous qui violez l'accord, ou que c'est l'Amérique qui ne parvient pas à garder son allié sous contrôle et à le contenir. Mais encore une fois, si le protocole d'accord tient, et si les deux camps sont vraiment contraints, c'est-à-dire qu'on arrête le soutien militaire des deux côtés, alors là, il y a vraiment quelque chose d'important. Je veux dire, si Israël cesse d'être, disons, aussi agressif dans sa propre périphérie, à la fois à l'intérieur d'Israël, dans la situation libanaise, mais aussi en Syrie, avec la population druze, encore une fois, si Israël accepte les frontières qui sont les siennes, alors je pense que l'Iran finira, discrètement, à reconnaître, au moins tacitement ou en silence, l'État d'Israël. Je veux dire, c'est quelque chose que Larry Joni évoquait déjà avant le début de la guerre, avant qu'il soit tué. Donc c'est intéressant de voir que les personnes qui voulaient vraiment que l'Iran parvienne à un accord, même discret, avec Israël, ont elles aussi été tuées dans cette guerre. C'est une situation très étrange. Mais je pense que si on se dirige vers une nouvelle structure au Moyen-Orient, un nouveau statu quo, où les États-Unis se retirent, on entre alors dans un Moyen-Orient post-américain. Les pays arabes du Golfe Persique peuvent travailler avec les Iraniens et reconnaître le fait que l'Iran est la puissance régionale. Le trafic maritime continue, mais le détroit d'Ormuz est sous souveraineté iranienne ou sous une souveraineté conjointe irano-omanaise, selon la manière dont on veut le dire. En gros, la région se stabilise d'elle-même grâce au ME5, c'est-à-dire l'Égypte, l'Iran, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie, les 5 grands pays de la région. À cela s'ajoutent les pays qui ont choisi de rester neutres pour servir d'intermédiaires entre toutes les parties. C'est le cas du Qatar et d'Oman. Ensuite, évidemment, la situation change et Israël doit décider comment réagir à tout ça. Mais si ça se produit et que tout à coup, une fois l'accord réellement en place, une fois que ces avantages sont clairs pour tout le monde, si le Hezbollah ou Israël veulent continuer la guerre, je pense que toute la région se retournera contre eux. Elle fera tout
pour empêcher la guerre, ou leur dira simplement qu'ils sont seuls. Je pense que la situation est plus précaire en ce moment, justement à cause du problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Le manque de confiance, cette méfiance totale de Téhéran envers les intentions de Washington, et la question de savoir s'ils sont réellement capables de garder le contrôle. Regardez, ce qui est intéressant ici, ou plutôt ironique, c'est que beaucoup d'Iraniens, y compris au sein de l'appareil d'État, pensent, un peu comme les partisans du America First aux États-Unis, qu'Israël n'est pas contrôlable par le gouvernement américain. Et c'est là toute la tragédie de cette situation. Parce que, d'un point de vue structurel et réaliste, Israël devrait être encadré et contenu par Washington. Le fait que ce ne soit pas le cas, et que beaucoup estiment que le système politique américain est incapable de maîtriser et de freiner Netanyahou, Smotrich et d'autres, ou même le prochain premier ministre israélien, c'est ce qui rend tout cela si inquiétant. Et puis, la direction iranienne pense aussi que pour une raison ou une autre, l'Amérique n'a probablement pas assez de contrôle. C'est pour ça qu'ils l'appellent, enfin je ne crois pas du tout à ces théories du complot, mais c'est pour ça qu'ils l'appellent, dans la propagande iranienne, le président Epstein. Parce qu'ils essayent de trouver une explication au fait que la superpuissance n'arrive pas à maîtriser cette relation. Et c'est un peu la même chose qu'on voit aux États-Unis, non? Beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Donc je pense que c'est vraiment au président de dire un non ferme, de faire suivre ses paroles d'actes, d'essayer d'être cohérent avec ses instincts après, disons, 18 mois de désastre et de voir où cela le mène. À mon avis, ce serait bien plus bénéfique pour lui que ce qu'il fait actuellement. Eh bien, écoutez, le président Trump semble aller dans le sens de ce que vous disiez. Il a commencé, il a déjà fait quelques pas. C'est une étape importante. S'il n'y avait pas eu Donald Trump, et Bibi Netanyahou a bien travaillé avec moi, mais il vous le dira lui-même. C'est nous qui avons les armes. C'est nous qui avons tout l'appareil, les bombardiers B-2 et tout le reste. Sans Donald Trump, Israël aurait été anéanti. Ma relation avec Netanyahou elle est bonne, mais il faut quand même le garder un peu sous contrôle. Est-ce que je pourrais empêcher Israël d'attaquer le Liban? Oui, je le pourrais. Ils ont beaucoup de respect pour moi, et ils font ce que je dis. D'accord, donc je veux dire, on lui a posé directement cette question, et il a répondu, « Oui, je peux les arrêter, ils feront ce que je dis. » Alors maintenant, tout le monde va voir. Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout, ou est-ce qu'il va encore se laisser intimider? Je pense que tout le monde attend de voir ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Exactement. Voilà la question. Je pense que vous avez tout à fait raison, et vous l'avez déjà mentionné. Pendant que les discussions se tenaient au G7 et que toute la rhétorique américaine se déployait, Netanyahou a annoncé de nouvelles attaques contre le Liban, en contradiction directe, en fait, avec le président des États-Unis. Mais je pense que les Israéliens à qui je parle me disent que ce n'est pas une stratégie à long terme, qu'il essaie peut-être de montrer qu'il est ferme, qu'il est le premier ministre d'Israël, qu'Israël est souverain. Et pourtant, tout cela, c'est l'œuvre de Netanyahou. C'est là toute la tragédie. Je ne pense pas qu'Israël en serait là aujourd'hui s'il n'avait pas sans cesse dépassé les limites. Alors, on verra bien. Mais à long terme, je crois que le président des États-Unis a bel et bien la capacité, l'influence, le pouvoir de réellement imposer des limites à l'État d'Israël. La question, c'est de savoir s'il ira vraiment jusqu'au bout. Et moi, je veux voir des actes avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre. Mais oui, la rhétorique, le ton ont clairement changé à 180 degrés. C'est le Donald Trump que les gens se rappellent de 2016.
C'est pour ça qu'il est devenu le phénomène qu'il a été. Donc c'est important, à la fois pour son entourage proche et pour le président lui-même, de comprendre ce que ça signifie pour sa base et pour beaucoup d'autres aussi. Parce que oui, il y a des partisans du mouvement MAGA qui se moquent un peu des politiques et qui suivront Trump, même s'il s'oppose à Netanyahou. Mais il y a aussi beaucoup de gens, c'était une coalition, beaucoup de gens qui ont rejoint le mouvement Trump parce qu'ils en avaient assez des guerres, parce qu'ils voulaient la paix et la diplomatie. Et vous savez, ils ont cru le président quand il disait vouloir la paix. Et pourtant, il a mené les guerres les plus importantes de notre histoire récente. Des guerres qui auraient vraiment pu dégénérer en conflit nucléaire. On est passé tout près. Daniel, je crois que vous en avez entendu parler aussi. On est passé très près d'un échange nucléaire, du côté américain comme du côté israélien. Ce n'était pas un exercice, c'est quelque chose qui a vraiment été discuté à la Maison-Blanche. Donc c'est un sujet profond, et c'est un vrai problème. Et je pense que Donald Trump, son instinct, c'était qu'il ne voulait pas de guerre nucléaire. Mais il s'est vu s'en approcher de plus en plus, et il est devenu de plus en plus désespéré. Alors je pense que la solution la plus simple, c'est juste de dire non à Israël, comme l'ont fait certains présidents avant lui. Je suis désolé, Arne. À quel moment, enfin, je précise, c'est pas quelque chose que j'ai entendu. Donc si vous pouvez nous éclairer, moi et le public, à quel moment, selon vous, les éléments ont montré que les armes nucléaires étaient même entrées dans la discussion? Donc, les tweets que le président a publiés sur l'anéantissement d'une civilisation, sur une forme de guerre nucléaire ou une bombe électromagnétique. Dès le départ, Trump pensait peut-être qu'avoir une option nucléaire du côté américain, une arme nucléaire tactique sur Natanz, une installation nucléaire iranienne, c'était envisageable. D'après mes informations, cette idée a été discutée à la Maison-Blanche ou lors d'une réunion privée. Et la question, c'est que le simple fait que ce sujet ait été abordé est déjà très inquiétant. Et je travaille d'ailleurs sur un article ou une recherche à ce sujet, que la raison même pour laquelle on en est arrivé là, avec cette guerre et ce risque réel d'échange nucléaire, c'est en partie à cause du monopole nucléaire d'Israël. Trump a d'une certaine manière pris au sérieux les menaces israéliennes, selon lesquelles il faudrait frapper l'Iran avec l'arme nucléaire, s'il n'y avait pas d'accord sur le nucléaire. Et je pense qu'il a essayé d'empêcher ça, et qu'il est même passé à l'offensive pour le faire. Mais au final, ça a en réalité accéléré la tendance vers une guerre nucléaire possible. Franchement, je ne crois pas qu'on ait jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire. Au moins depuis, vous savez, la crise des missiles de Cuba. Et je pense que ça aurait été moralement abject, mais aussi stratégiquement désastreux. Parce que je ne crois pas qu'une attaque nucléaire, qu'elle soit tactique ou stratégique, puisse vraiment s'intégrer dans une campagne de bombardement stratégique. Et beaucoup de gens, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, faisaient circuler toutes sortes de messages expliquant que c'était justifié d'avoir bombardé le Japon à l'arme nucléaire, et que c'est comme ça que le Japon avait capitulé. Il y avait une raison à ça. Tout à coup, ce genre de compte apparaissait et faisait ça. Beaucoup d'entre eux avec un soutien israélien. Mais la vraie question, et je veux être très clair là-dessus, c'est que notre attaque nucléaire contre le Japon n'a pas été la raison de leur reddition. Ce qui les a poussés à se rendre, c'était la présence même des troupes soviétiques, des troupes au sol, et la perspective d'une prise de contrôle du Japon par l'Union soviétique. Et d'ailleurs, vu la puissance de feu, je ne suis pas un expert militaire, mais d'après ce que j'en comprends, le tonnage des bombes utilisées sur Tokyo était bien plus important que celui des bombes nucléaires. Oui, Doug McGregor a déjà fait ce point dans notre émission.
Oui, et donc le Japon n'a pas capitulé à cause de ça, n'est-ce pas? Et l'Iran non plus n'a pas cédé malgré les 12 ou 13 000 tonnes de bombes qui leur ont été larguées. Donc cette idée que les bombes changent le comportement, c'est une erreur de base. Les campagnes stratégiques peuvent fonctionner, mais seulement si on mène vraiment une guerre terrestre, qu'on s'y engage pleinement et qu'on croit sincèrement qu'il s'agit d'une guerre existentielle. Moi, je dis, depuis le tout début de cette guerre, même avant la guerre des 12 jours, que ce n'est pas une crise existentielle pour l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à engager des troupes au sol sous quelque forme que ce soit. Je ne dis pas que la ferveur idéologique, comme celle qu'on a connue avec les néoconservateurs pendant la guerre d'Irak, ne peut pas nous pousser à faire des erreurs, à envoyer des troupes au sol et à mener une guerre terrestre. Mais c'était une situation très différente. Je parierais que même à cette époque, comme ce n'était pas un conflit existentiel pour nous, si l'Irak avait été l'Iran, ou si l'Irak avait été la Russie, nous ne serions pas entrés dans cette guerre. Ou en tout cas, nous n'aurions pas engagé des troupes au sol comme nous l'avons fait en Irak ou en Afghanistan. Donc encore une fois, les conflits ne se ressemblent pas. Ils ont chacun leurs propres circonstances. Mais quand on parle de puissance historique et durable, comme l'Iran, la Russie, la Turquie ou le Japon, on parle d'une toute autre catégorie de puissance. Ce sont des puissances intermédiaires, des puissances moyennes, qu'on peut aussi appeler des puissances régionales, avec leurs propres zones d'influence. Et ces puissances ne disparaissent pas. Il y a une raison pour laquelle elles ont bâti des empires, pour laquelle elles ont fondé des civilisations. C'est qu'elles sont là depuis très longtemps. Comment survit-on à des millénaires d'attaques, de guerres, de conflits, de famines? Il y a une raison à cela. Je pense qu'on devrait avoir plus de respect pour l'histoire. Et même si nous sommes, en comparaison, une nation plus jeune, nous devrions faire preuve de plus d'humilité et de moins d'arrogance dans nos ambitions et dans nos moyens. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce dernier point, surtout sur la question d'être moins orgueilleux. Ça pourrait devenir un défaut fatal à un moment donné. Écoute, j'aimerais beaucoup te réinviter dans l'émission juste entre parenthèses. J'aimerais qu'on prenne le temps d'entrer davantage dans le détail sur tout ce qui touche au nucléaire, parce qu'on en avait parlé dans l'émission quand il avait fait cette déclaration. On avait vu quelques autres éléments, mais le sujet a un peu disparu et j'avais aucune information interne là-dessus. Donc j'aimerais vraiment en reparler avec toi. Mais pour le temps qu'il nous reste aujourd'hui, ton organisation repose sur la paix et la diplomatie, l'Institut pour la paix et la diplomatie. Est-ce que tu vois une possibilité? On peut peut-être arriver à un point où l'Iran et les États-Unis disent clairement non, aussi bien du côté iranien-israélien que du côté du Hezbollah. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait obtenir un arrêt des combats. Mais enfin, ça dure depuis 1982. Il y a eu la guerre de 2006, bien sûr, et toutes les reprises, les pauses, les reprises encore, tout au long de ces années. L'an dernier, il y a eu l'assassinat du chef du Hezbollah, Nasrallah, et tout ce qui s'en est suivi. Et maintenant, tout ça ici, comme Israel Katz vient de le dire, 200 000 personnes ont été chassées de chez elles, et la plupart de leurs maisons ont été détruites. Alors, comment diable peut-on amener tout ça à une conclusion pacifique pour éviter qu'une nouvelle guerre n'éclate entre ces deux peuples, dans quelques mois ou dans quelques années? Eh bien, c'est la grande question, celle à $1 million. Je pense que, vous savez, notre conflit avec l'Iran et la méfiance de l'Iran envers les États-Unis ont clairement joué un rôle important là-dedans. Encore une fois, les guerres locales comptent énormément. Elles naissent de rancunes locales, de blessures historiques, mais elles ne peuvent pas durer indéfiniment
sans le soutien d'acteurs extérieurs, de parrains extérieurs. Et dans ce cas précis, l'Iran et les États-Unis ont financé ce conflit, qu'ils l'assument ou non. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est Israël. Depuis les années 70, depuis Nixon en réalité, et surtout depuis les années 90, quand l'Union soviétique, qui servait en quelque sorte de contrepoids structurel, a disparu, Israël agit sans beaucoup de retenue. Alors la question, c'est de savoir, avec l'Amérique qui se retire de la région, si cela et le fait que la relation spéciale entre les États-Unis et Israël se délite. Je pense qu'on a vu à la fois le sommet et la vraie nature de cette relation au cours des derniers mois, si tout cela n'était pas, en fin de compte, la direction que nous prenions. On a permis à Israël d'aller trop loin, de faire preuve d'arrogance, parce qu'en gros, on lui a laissé externaliser sa défense sur nous. Nos porte-avions, nos systèmes patriotes, notre technologie, tout cela soutenait cette posture. Je veux dire, bien sûr, Israël est une puissance technologique, personne ne le conteste, mais il n'a pas la capacité de mener toutes ces guerres sans les États-Unis. Alors peut-être qu'Israël finira par retrouver la raison, même si honnêtement, je n'y crois pas à court terme. Mais si cela arrive, il faudrait qu'il revoie sa manière de penser son intérêt national à long terme. Pas seulement dans l'immédiat. Il faudrait renouer avec l'esprit des anciens dirigeants israéliens, comme Ben Gourion, plutôt que de s'enfermer dans cette logique de guerre existentielle, presque apocalyptique, où même les récits historiques et bibliques d'Israël servent à justifier un projet de grand Israël. L'idée qu'Israël puisse devenir une puissance régionale et étendre ses frontières, c'est un poison, à la fois pour Israël et pour la région. Si le prochain Premier ministre d'Israël, si Benjamin Netanyahou ou qui que ce soit d'autre, parvient vraiment à réorienter la stratégie israélienne et à s'éloigner de cette logique, un peu comme les États-Unis qui lentement, à contre-cœur, s'éloignent de l'hégémonie mondiale, contraints d'abandonner une stratégie de primauté pour aller vers une stratégie de retenue, de modération et de compréhension de leurs limites. On l'a vu dans la stratégie de sécurité nationale, la NSS de 2025. Elle était très centrée sur l'hémisphère occidental, pas sur le monde entier. Et donc, les circonstances structurelles, l'histoire, la géopolitique, tout ça est bien réel et ça obéit à sa propre logique. C'est pour ça que ce type de raisonnement finit par s'imposer et qu'il pousse les dirigeants, les hommes d'État, à faire des choses qu'ils n'avaient pas prévu de faire. C'est pour ça, à mon avis, que tout cela compte énormément pour la direction politique israélienne. Je pense que c'est moins le cas pour le Liban. Je crois que, pour le Liban, leurs combattants pourraient même être intégrés aux forces libanaises. J'ai vu une idée d'un ami à moi, Nissar Ghanem, un expert libanais, qui expliquait que la structure du Hezbollah devait être intégrée à l'État libanais au lieu de rester une entité séparée. Comme ça, il y aurait des solutions et des ajustements vraiment libanais. Et du côté israélien, il faudrait aussi une sorte de recalibrage, en partant du constat que ce qu'ils font ne fonctionne pas. Ils sont aujourd'hui la nation la plus détestée au monde. Et ça, ce n'est pas bon pour Israël. Si j'étais israélien, je n'aimerais pas ça, non? Donc, Donald Trump et J.D. Vance ont raison. Le seul pays qui les soutient, c'est l'Amérique. Et peut-être récemment, l'Inde. Alors si l'Amérique arrête de le faire, ils sont dans le pétrin, dans un très très mauvais pétrin. Et je pense qu'à cause de ces excès, beaucoup d'Américains, des millions d'Américains, ne veulent plus de cette relation spéciale, ni de cette alliance avec Israël. En fait, ils voient Israël comme le problème dans la région. Ce changement vient d'un glissement de mentalité par rapport à celle des baby-boomers, avec tout le respect que je leur dois, dans les années 60, 70 et 80, surtout après la révolution iranienne, où l'idée dominante, c'était qu'Israël ne pouvait rien faire de mal. Aujourd'hui, les nouvelles générations, les millennials, la génération Z et d'autres encore, pensent que, au mieux,
Israel de mewn peaceful impacta. At best, Israel should be one nation among others, and American strategic interests. Les intérêts stratégiques et nationaux des États-Unis diffèrent, à bien des égards, de ceux d'un petit pays appelé Israël. Il ne s'agit pas de savoir si Israël est ou non un État-nation. Il s'agit simplement de pays différents, avec des structures différentes, qui ont donc des intérêts nationaux différents. Et c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que l'Amérique puisse, ni doive, agir comme Israël. Et Israël, de son côté, ne peut pas se comporter comme une puissance régionale ou comme une grande puissance à l'image de l'Amérique. Ce genre de fantasme est tellement déconnecté de la réalité qu'il finit par coûter très cher et met en danger la viabilité, voire la survie, d'un pays tout entier. À mon sens, Netanyahou a été une catastrophe pour l'État d'Israël. Depuis le début, j'ai soutenu que depuis sa réaction initiale, au 7 octobre 2023, il a entraîné son pays sur une voie qui va être dévastatrice pour eux à l'avenir. Espérons simplement qu'on puisse mettre fin aux dégâts ici et aller de l'avant, à la fois pour les États-Unis et pour Israël. Écoutez, Dr. Boyan, je vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui. C'était une conversation passionnante. J'ai hâte de vous revoir très bientôt. Merci, monsieur. C'est toujours un plaisir et je suis ravi d'être sur votre émission pour la première fois. Oui, c'est la première, mais sûrement pas la dernière. Merci beaucoup à tous et on a hâte de vous retrouver dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive.